Nous croyons vraiment que quand tu alignes les intérêts entre tous ces acteurs, donc propriété IMO, propriétaire du fonds, mais aussi le gestionnaire du fonds et le marketing, tu arrives à des décisions qui sont plus rapides et qui sont souvent mieux pour le business, donc créateur de valeur. Depuis Covid, il n'y a plus personne qui nous dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est extrêmement résilient d'investir dans pas seulement l'immobilier, mais aussi dans l'exploitation et le savoir-faire de l'exploitation. Est-ce que c'est un plus grand risque de faire confiance ou de vouloir tout contrôler? Je crois que c'est le deuxième qui est plus risqué. Je crois qu'on a toujours un peu une tendance dans le central de surcontrôle, de maîtriser jusqu'au dernier degré des affaires, et ça enlève toute créativité, indépendance et innovation à nos équipes. Donc moi je m'appelle Lars Backhaus, je suis administrateur de Somno, entreprise qui est dans la gestion et dans la propriété immobilière des hôtels. On a grandi dans les dernières années d'une start-up de zéro à aujourd'hui un peu plus que 60 hôtels. On est ravis de ce qu'on fait depuis longue date avec mon ami Christian. L'histoire c'est vraiment, on cherchait un mot qui est attaché au sommet, à l'hôtellerie, donc Somnos, le latin. Et les deux O nous positionnent. Les deux O, c'est le programme en fait de notre boîte, de propriétaire et gestionnaire, donc intégration verticale de notre super industrie. Historiquement, on a eu les 4 gros métiers, donc propriété de l'immobilier, propriété de fonds, gestion du fonds et aussi le marketing dans le sens large. C'était des métiers qui étaient unis. Après, il y avait toute une phase, pendant une génération presque, on a séparé ces métiers par la recherche de spécialisation, efficacité et aussi des avantages en termes de financement. Et quand on a créé Somno avec Christian, on s'est dit, il y a quand même quelque chose qu'on oublie là-dedans, c'est les alignements des intérêts et la résilience. Nous croyons vraiment que quand tu alignes les intérêts entre tous ces acteurs, donc propriété IMO, propriétaire du fonds, mais aussi le gestionnaire du fonds et le marketing, tu arrives à des décisions qui sont plus rapides et qui sont souvent mieux pour le business, donc créateur de valeur. Et finalement, le stakeholder chez nous, c'est nous. Donc vu qu'on a tout intégré, on n'a pas ce problématique à quel moment je rénove. C'est jamais le bon moment, soit pour celui qui a l'immobilier, soit pour lui qui a le fonds de commerce. Est-ce que mon fonds de commerce il est bien géré par un tiers? Est-ce que j'ai la bonne marque par le marketeur? Tout ça, c'est des questions qui n'alignent pas forcément naturellement les intérêts entre les acteurs. Forcément, le fonds de commerce intègre un peu de marge qui s'additionne à l'immobilier, donc c'est bien, mais notamment cet alignement d'intérêts, aussi celui qui gère le fonds de commerce. Tout ça, ça doit être aligné, donc on était, je crois, précurseur de ça. D'ailleurs, j'avais plein d'amis qui rigolaient, ils disaient trop intensif en capital, ça ne va pas le faire, ton affaire. Écoute, aujourd'hui, on a plutôt bien grandi. Le deuxième aspect là-dedans, c'est la résilience. Depuis Covid, il n'y a plus personne qui nous dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est extrêmement résilient d'investir dans pas seulement l'immobilier, mais aussi dans l'exploitation et le savoir-faire de l'exploitation. Donc finalement, on investit dans quelque chose d'assez conservateur dans les mots et assez moderne dans une service platform. Résilient et les intérêts alignés, ça fait des bonnes affaires à la fin. C'est un schéma qui fonctionne bien pour nous et pour nos partenaires. On a des partenaires avec lesquels on fait ça maintenant depuis des années. Il y a une grande confiance et un certain plaisir aussi de travailler là-dessus ensemble. Et c'est bien pour nos partenaires parce que finalement, ils sont assurés par ça. Il y a un alignement d'intérêts très fort. Ils savent qu'on n'est pas à la recherche de fees à court terme, mais on veut valoriser le bien au moment de leur liquidité. On a toujours assuré leur liquidité jusqu'à là. Et pour nous, c'est finalement une façon de croître sans abandonner l'indépendance de l'entreprise. Toutes ces participations minoritaires, ils sont que converties en majorité, une fois quand on le peut et quand nos partenaires sont prêts. Donc c'est une façon de croissance tout en gardant l'indépendance stratégique sur Somno. Donc on va continuer à faire comme ça. On a des family office, on a des collecteurs de fonds, on a des partenaires comme 1, 2, 3, IM, Extend, Eternam qui sont depuis longtemps dans le marché. Et on a aussi des personnes high net worth individuals qui viennent de l'hôtellerie. C'est effectivement une large panel de partenaires qui nous font confiance. Une chose sur laquelle il faut faire bien attention, c'est le type de culture que tu achètes. On intègre entre 6 et 8 hôtels par an.
Ça se passe bien, on peut faire des audits, on peut faire tout un tas d'études, mais la culture qui règne localement, elle est cruciale. Et nous, on a constaté à 2 cas que des hôtels qui avaient une très forte culture de très longue date, gérée par le propriétaire, qui était omniprésent dans la culture de l'hôtel. Ça, c'est un peu plus sportif à reprendre. On n'est pas une boîte très directive, donc on aime bien subsidiarité avec des responsabilités locales. Donc s'il y a quelque part un système très directif anciennement qui tombe sur notre boîte, ça prend un peu plus de temps de trouver le bon chemin. C'est une question philosophique pour nous. C'est finalement, tu commences avec la confiance elle est donnée, elle est a priori, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Et avec la confiance de l'humain vient la liberté. Et ça, là on est à l'image de Dieu, on est libre, on peut prendre nos décisions. Et avec liberté, elle ne marche pas si tu ne prends pas les responsabilités. Est-ce que c'est un plus grand risque de faire confiance ou de vouloir tout contrôler ? Je crois que c'est le deuxième qui est plus risqué. Je crois qu'on a toujours un peu une tendance dans le central de surcontrôle, de maîtriser jusqu'au dernier degré des affaires, et ça enlève toute créativité, indépendance et innovation à nos équipes. C'est un système qui est exigeant, parce que celui qui prend la responsabilité doit aussi justifier ses performances et les résultats. Il y a plein de gens qui aiment ça, donc on n'a pas vraiment de problème de recrutement parce que ça attire forcément un type de personne qui a besoin d'espace, qui aime bien s'exprimer, qui aime bien prendre des initiatives. Et ça fonctionne bien. Localement, c'est les directeurs qui décident et qui doivent avoir la main sur leurs affaires. Ils connaissent le bâtiment, les clients, les équipes. Qu'est-ce qu'on veut que quelqu'un à 1000 km leur explique la vie? Donc il faut faire un peu gaffe. Je dirais de laisser et protéger cette liberté locale parce que la tendance, elle est toujours à la centralisation. Donc quand on crée quelque chose de central en termes d'expertise, on se pose à peu près 25 fois la question, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce qu'on ne casse pas notre culture? C'est un service qu'on doit amener à nos hôtels et ça doit être vécu comme un service et pas comme une direction. Il y a plusieurs aspects sur la partie propriété qui est donc un de nos métiers. On a passé de 2 à 20 hôtels en propriété majoritaire en 3 ans et là on va passer de 20 à 40 dans les prochains 24 mois. Donc là on a une taille critique clairement et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir Somno à des financeurs de long terme qui raisonnent comme nous et qui sont avec nous avec un esprit de confiance et de partage. Le premier partenaire qu'on a trouvé, c'était le Crédit Mutuel Equity de la région d'Aar, donc Zurich et Francfort, qui nous accompagnait depuis 2023. Et le deuxième partenaire, la BPI, c'était absolument naturel ce choix, vu qu'avec Serge, on se connaît bien. On a une relation avec ses équipes depuis des années sur multiples dossiers. Donc, c'était naturel d'intensifier cette relation et d'avoir maintenant Crédit Mutuel et aussi la BPI comme partenaire long terme avec nous. On a commencé avec 25 hôtels pour 2025 et on a dépassé ça légèrement. Donc ça c'était un peu la première présentation qu'on avait fait à l'époque. On trouvait ça ambitieux et finalement ça a bien marché. On n'a pas vraiment une limite, on n'a pas vraiment une taille qui nécessite une organisation qui change parce que la plateforme de gestion elle est basée sur 2 fondamentaux, remote working et digitalisation. Dans la digitalisation, tout est digitalisé, de la comptabilité jusqu'au ERP local, toutes les données reviennent sur un master chez nous, donc on a la totalité digitalisée sur le tax, sur le legal, sur l'ensemble. Et le remote working nous permet de recruter partout en Europe. Si on a besoin de l'expertise quelque part, les gens ils peuvent être à Oslo, à Bruxelles ou à Paris, ça est égal. Et ils peuvent travailler depuis la maison, depuis un coworking space local chez eux ou dans un de nos hôtels, ça nous est égal aussi. Donc là, on a vraiment une plateforme qui est très scalable grâce à ça. Tout ce qui est support, extrêmement scalable en termes de taille, il n'y a pas vraiment de limite. Et en termes de propriété d'hôtel, déjà on va lever là les options qui sont là. 40, ça fait déjà la taille critique atteinte. Et après on a encore les autres. Vu que le minority cycle continue, ça va être une histoire qui se auto-alimente un jour. Il n'y a pas vraiment de limite qu'on s'est fixé. Et en même temps, tu nous connais, on est des gros pragmatiques, je dirais. S'il y a opportunité dans le marché, on va grandir par acquisition. S'il n'y a pas, on va tout simplement faire une pause. Et opportunité veut dire pour moi le bon prix. Parce que les hôtels, il y en a toujours dans la pipe et on a des tonnes. On a regardé plus que 800 dossiers pour acheter finalement un peu plus que 60, ça fait une execution rate de 8% et on reste toujours focusé que le prix d'entrée est clé.
On a aujourd'hui 15% de l'inventaire qui sont sur nos marques propres et 85% qui sont sur des marques franchiseurs. On décide cette marque vraiment hôtel par hôtel, c'est absolument locally driven. Si la marque amène la création de valeur, elle est prise, sinon elle n'est pas là. Donc ça c'est très très logique. En termes de création de marque, je trouve qu'on a eu une inflation de la création de marque ces dernières années assez importante. Je me demande où ça va amener. Ça semble être de plus en plus des marques qui sont difficilement distinguables pour le client final. Donc on travaille plutôt avec les marques qu'on connaît, qu'on trouve lisibles et qu'on aime bien. On veut continuer ça, on travaille, comme tu dis, avec tous les franchiseurs. Et en même temps, on investit beaucoup dans notre plateforme interne de marketing qui soutient pas seulement nos marques propres, mais aussi les hôtels sous marque franchiseurs. Je crois dans l'avenir, on aura un tout petit peu plus de proportion de notre réseau qui sera sous les marques propres. Comme je disais, on a 15% de l'inventaire qui sont sous les marques. Et là, c'est la question, qu'est-ce que c'est la marque et la valeur de la marque? Pour moi, tout ce qui est technologie, RM, marketing direct, etc., distribution, on peut l'amener quasi white label par nos propres moyens. Et après, il faut y aller peut-être à l'international. C'est des marchés qui sont petits. On ne peut pas mettre un concept qui fonctionne à Paris, à Colmar ou à Limoges. Donc, je ne suis pas sûr s'il faut chercher un concept ou s'il ne faut pas tout simplement soutenir des marques qui sont localement déjà connues par beaucoup d'expertise. Cette approche-là me semble être vraiment intéressante et c'est d'ailleurs, je le vis un peu comme un cycle qu'on a fait. Donc quand on voit milieu du siècle dernier, marché des marques extrêmement atomisées, c'est des hôtels des Trois Canards, les hôtels de la Poste, etc. Après, Accor arrive avec un modèle extrêmement intéressant, c'était splendide, une promesse de qualité qui se retrouve partout, qui est duplicable, business model extraordinaire. Et depuis quelques années, donc depuis 2010-2015, on revoit que ça se remultiplie ces marques. Donc le client final, il cherche quand même plus de diversité. Et en plus, on peut amener beaucoup de support, comme je disais tout à l'heure, technologique et central, à des différentes marques. Donc j'ai l'impression qu'on est passé de ça et on se rouvre. Et je trouve ça très intéressant et passionnant pour notre industrie. Alors, je crois que c'est une question de design. Effectivement, on a plusieurs hôtels qui sont déjà dans ce type de design et ce type d'expérience d'hôtel. Mais là, encore une fois, je crois que c'est quelque chose de très local. Tu peux avoir des hôtels et des marchés locaux où c'est très adéquat d'investir dans une design dans ce sens. Et d'autres qui sont plutôt traditionnels. Ça dépend du clientèle, ça dépend du marché. Et là-dessus, on s'adapte. Mais je crois que le côté design n'a pas forcément... Elle est de temps en temps peut-être un peu mélangée avec la marque elle-même. Donc le côté design, pour nous, ça s'adapte localement aux clientèles, ceux qui ont besoin. Et la marque, au-dessus de ça, là, on est très flexible. On est opportuniste, on regarde tout. Après, il y a des choses qui nous tentent plus ou moins. Généralement, les conversions et les Greenfield Development Deals, ils étaient tous un peu trop chers à notre sens. Je trouve les coûts qu'on dépense et le risque qu'on porte pour monter après un fonds de commerce jusqu'à puissance, donc s'il y a un risque de temps, un risque d'argent, ils sont trop élevés. Donc on s'est concentré uniquement sur l'acquisition. Après, ce qu'on sait faire, c'est fermer un hôtel, complètement rénover, rechanger le programme, faire des extensions sur quelque chose qui existe. Donc là, dans la construction, on peut le faire. Mais vraiment, de commencer à zéro, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. On a deux aspects, peut-être macro en termes d'Europe. On a un peu de difficultés de stabilité politique en France, en Allemagne, c'est pas terrible. On a pression externe sur notre économie, sur nos questions de sécurité. Donc ça, c'est sûrement des environnements qui sont un peu sportifs pour l'Europe. Et en même temps, je vois des choses extraordinaires. La France, avec les AI Summit, on découvre des forces locales, biotech en Allemagne, les systèmes politiques suisses lui-même. On a tellement de richesses individuelles en Europe qui sont magnifiques. Donc, à la base de ça, je crois que cette pression qu'on vit, elle va nous amener avec nos forces à plus de créativité et à une croissance qui va être mieux que les dernières années. Je suis plutôt positif pour les prochaines années. Je crois qu'on est dans les deux pays qui me sont très à cœur. On a un chouïa exagéré avec la bureaucratie, avec les pressions dans tous les sens, mais je vois bien qu'en Europe, là, avec les derniers changements des lois omnibus, que ça va dans le bon sens, donc on aura un peu moins de régulation. J'ai une amie dans une autre affaire qui me disait « l'Amérique invente, la Chine copie et l'Europe régule ». Donc je crois qu'on doit peut-être, un peu placatif, mais on doit peut-être sortir un peu de ça. Et je crois qu'on est en train de le faire, donc ça va dans le bon sens. Je crois
crois qu'avec ça, on aura une meilleure croissance en Europe et probablement aussi un peu plus d'indépendance stratégique, comme le président de la France a suggéré. Je suis très partisan de ça. Après, pour le parti micro, pour Somno, on est des hôteliers de 2 à 4 étoiles dans les villes de taille moyenne en Europe. C'est des marchés historiquement peu volatiles, donc on aime bien ça, on aime bien une volatilité assez facile. Et en même temps, pour nous, maintenant on a la taille critique sur le pôle propriétaire et sur le pôle gestionnaire. Soit il y a des opportunités, donc des hôtels à bon prix et on va les saisir, soit il n'y en a pas, on va faire une pause. On est très conservateur en termes de culture et en termes d'approche de risque. Si on ouvre un pays, on a besoin de quelqu'un de très grande confiance qui connaît la langue, le cadre légal, la culture et qui peut après gérer le pays avec nous. Donc en Allemagne, c'est aussi un Backhaus qui l'a fait. On regarde beaucoup le Benelux et l'Angleterre avec quelqu'un qui est très connu dans l'hôtellerie et en développement. Donc on est ouvert à ouvrir à d'autres pays. On n'est pas à la recherche d'autres pays parce qu'il y en a beaucoup de consolidation encore à faire en France et en Allemagne, mais et aussi en région d'Ar, Suisse, Autriche. Mais on s'ouvre dès qu'on a la bonne personne et à ce moment-là, on y va.